Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette Voix est libre sur France 3, Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées, justement, une région peut être amenée à évoluer, voire à disparaître. C'est en tout cas l'annonce politique choc de ce début d'année. Une annonce présidentielle qui entraînerait un véritable séisme dans la gestion des territoires de la France. Si, et je dis bien si, cette réforme maintes fois déjà proposée aboutit cette fois-ci. Voici les invités qui ont accepté d'être avec nous autour de ce thème. Région, le grand chambardement. Tout d'abord, Elisabeth Pouchelon, vous êtes conseillère régionale de Midi-Pyrénées pour l'UMP. Merci d'être avec nous. Bonjour. Face à vous, Gérard Onesta, vous êtes également conseiller régional de Midi-Pyrénées pour Europe Écologie Les Verts et représentant sur ce plateau de la majorité présidentielle, pas présidentielle, si présidentielle, mais également majorité régionale. Merci Gérard Onesta d'être avec nous. Voilà, avec Martin Malvy. Nous avons dans ce dossier complexe besoin d'une expertise. Ce sera celle de Joseph Carle. Vous êtes maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Toulouse et auteur de plusieurs ouvrages sur les finances et le fonctionnement des collectivités locales, dont ce dernier ouvrage collectif avec Serge Regour et Didier Guignard, 30 ans après la décentralisation, aux éditions L'Extinso. Je signale également que vous êtes adjoint au maire PRG de Blagnac et conseiller de l'agglomération du Grand Toulouse. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, madame, messieurs, avant de commencer le débat, nous allons laisser la parole à notre politologue Laurent Dubois. Laurent, je vous laisse donc la parole autour de cette question. Est-ce une vraie volonté de réforme de François Hollande ou un coup politique plutôt réussi du président de la République ? Annonce rime avec renonce. Les Français sont habitués. Grand soir fiscal, suppression du département, c'est le syndrome Dalida. Parole, parole, parole. S'agissant de moins de régions, de mieux de régions, il n'y a pas de raison d'être vraiment optimiste. Tous les clignotants sont au rouge. Un seul fait, un seul point. Maryse Lebranchu a bu le bouillon, s'est fait tailler en pièces cet été lorsqu'il s'agit de mettre en place le troisième acte de décentralisation. Eh bien, Maryse Lebranchu a dû forcément vivre la même chose, va vivre la même chose au printemps prochain. Donc, il n'y a pas de raison que vraiment ça bouge. Et puis, un autre élément purement statistique, purement politique. 22 régions, 21 régions socialistes. C'est très compliqué pour un président socialiste de faire avaler à ses amis la pilule. Donc, vous le voyez, on sort de la période des vœux. C'est un vœu, il sera pieux. Merci Laurent pour cette première analyse. Elisabeth Pouchelon, première réaction. Vraie volonté de réforme du président ou coup politique selon vous ? Écoutez, je crois que c'est un coup politique. Le Monde disait dans un de ses éditoriaux, c'est le chantier le plus convenu et probablement le plus improbable. Oui, parce que finalement, la majorité actuelle s'est empressée d'abroger la réforme des collectivités territoriales de 2010, a annoncé l'acte 3 de la décentralisation qui a déjà été saucissonné en 3 lois. Cette loi est passée devant le Sénat, elle a été dépecée, vidée de sa substance. Et puis finalement, on a abouti à un vote en décembre qui, au lieu de simplifier, puisque c'est un des objectifs principaux de réformer les collectivités territoriales, va ajouter les pôles ruraux, les métropoles. Donc en fait, encore quelques feuilles de plus au millefeuille. Et puis, ne va pas donc rendre les choses beaucoup plus simples. Et puis surtout, la clause de compétence générale, et on en reparlera, je pense, pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, eh bien, a été rétablie pour les départements et les régions. Et maintenant, elle nous parle de réforme des collectivités territoriales après avoir fait l'inverse. Donc je n'y crois pas. Gérard, on est ta première réaction. Vraie volonté, selon vous, de François Hollande de réformer le territoire français ? J'avoue que j'ai du mal à suivre la pensée hollandiste, puisqu'il nous a annoncé qu'il remettait tout à plat, alors qu'il y avait un texte qui avait été mûri depuis maintenant 18 mois, texte obèse, complexe et totalement insatisfaisant, et le ministre en charge des relations avec le Parlement est venu avant-hier dire on part sur un texte nouveau. Donc moi je serai à la place de sa majorité, de son parti, je dirais on a bossé pour quoi ? Pour rien. Ce qui est important finalement, c'est peut-être pas le nombre des régions, c'est ce qu'elles vont faire. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la boîte, le périmètre des régions. On va rentrer en détail tout à l'heure. Après tout, peu importe. Mais regardez le Pays Basque espagnol, il est 5 fois plus petit que Midi-Pyrénées, il est 3 fois moins peuplé, mais il a un budget 10 fois plus important. Donc on voit bien que la puissance d'une région ne se mesure pas à l'hectare. Joseph Carle, pareil, première question, première réaction, juste à la volonté ou l'annonce présidentielle. C'est une vraie volonté ou un effet d'annonce ? On avait déjà un premier texte qui était un texte... Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a été coupé en 3. Le texte originel a été coupé en 3. La deuxième partie de ce texte était effectivement, il devait être consacré à la région. Bon, moi, il y a quelque chose qui me surprend quand même. C'est que les textes de Nicolas Sarkozy prévoyaient, et on avait la carte Balladur, qu'il fallait regrouper les régions. On a là une idée qui vient de l'autre côté qui dit qu'il faut regrouper les régions. En fait, tout le monde est d'accord et personne ne le fait. Et je crois que ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Alors, juste oui, une remarque, moi je pense qu'on avancera
le jour où les parlementaires seront beaucoup moins concernés par ce qui se passe sur les territoires. La grande avancée, elle a été mercredi. D'accord, on a bien compris. Alors justement, pour faire avancer la connaissance sur ce dossier, je voudrais faire un petit rappel historique. Les départements créés en 1789, on va avoir la carte qui va arriver juste, voilà, 1789. On va regarder celle d'aujourd'hui. Eh ben, pratiquement rien n'a changé. On va juste simplement signaler qu'à l'époque, on avait choisi la taille des départements parce qu'on pouvait les traverser en une journée à cheval. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui se déplace à cheval dans notre région, ni même en France. Alors, cette idée de réforme des régions a quand même été plutôt bien reçue par la population. La preuve avec ce sondage que nous avons lancé sur notre site internet midi-pyrénées.france3.fr, dont je vous propose de regarder quelques résultats. Vous allez voir que 40% environ, on va regarder ces résultats s'ils arrivent, 40% pour près de la population de Midi-Pyrénées est plutôt d'accord pour que ou on annexe une partie de Languedoc-Roussillon ou on annexe une partie de l'Aquitaine. Et ceux qui sont contre, c'est uniquement par un attachement culturel au nom de Midi-Pyrénées. On voit que finalement la population est peut-être plus ouverte que les politiques à cette réforme territoriale. Et puis vous en avez parlé, 2009, la carte de la réforme Balladur. 2009, la carte de la réforme Balladur, c'est la copier-coller de ce qu'on nous propose aujourd'hui, avec donc l'Aude et les Pyrénées-Orientales qui pourraient rejoindre Midi-Pyrénées. Et bien justement, nous sommes allés voir sur le terrain les acteurs économiques de ces deux départements pour recueillir leur position sur cet éventuel rapprochement avec Midi-Pyrénées. C'est un reportage de Luc Truffert et Xavier Marchand, on en parle juste après. Vous allez livrer où? Coufouleux. À Coufouleux? Ouais, ouais. Ah ben voilà. Et Et après le grand circuit? Des livraisons pour Castres, Albi ou Port-la-Nouvelle. Nous sommes sur une plateforme d'Artéris. Cette coopérative agricole possède 200 sites implantés de Montauban à Nîmes. Depuis 1993, pour ce grand groupe, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ne font qu'un. On a des liens très forts et c'est une agriculture qui est tournée bizarrement vers, pas bizarrement, mais naturellement vers le portuaire languedocien, qui vient de Midi-Pyrénées. La zone de chalandise du portuaire languedocien, c'est à 80% la céréaliculture de Midi-Pyrénées. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est ça la réalité naturelle de la région. Cette réalité économique pourrait devenir administrative avec le projet de François Hollande. De 22 régions, on passerait à une quinzaine. Les Pyrénées-Orientales et l'Aude seraient intégrées à Midi-Pyrénées. À Solaire, près de Perpignan, le sénateur-maire François Calvet se bat pour le rattachement de son département à Midi-Pyrénées. Il avance 3 arguments. L'idée forte, c'est nous sommes un passage obligé de trafic économique. 2, je vous l'ai dit, c'est des arguments géographiques. Pyrénées et puis façade maritime. Ça, c'est le deuxième argument. Et enfin, il y a une vieille tradition de culture de régionale, beaucoup plus forte à Toulouse où j'ai été, moi, à l'université, que sur Montpellier. Même son de cloche au Conseil général de l'Aude. On va même plus loin en fusionnant carrément Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, une super région pour rivaliser avec la Catalogne espagnole. Je vais souvent au niveau de l'Europe, à Bruxelles ou à Strasbourg. Et eux, ils ne partagent pas un bureau à 3 ou 4 pour être représentés. C'est un immeuble entier qu'ils ont. C'est une force de frappe différente. Et si on veut cette force de frappe-là, ce n'est pas 15 régions qu'il faut, c'est 7 ou 8. Une force économique pour peser au niveau de l'Europe. En se regroupant, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon pourraient se hisser dans le top 20 des régions européennes. Voilà donc pour ce reportage. Alors Elisabeth Pouchelon nous signalait tout à l'heure que c'est peut-être un peu anachronique de vouloir réduire le millefeuille administratif tout en votant en même temps la création des métropoles, par exemple. Vous qui êtes expert de la question, est-ce qu'on rajoute une couche supplémentaire dans le millefeuille administratif en créant ces métropoles? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas et je crois qu'il faut qu'on regarde quand même ce qui est en train de se passer à Lyon. Je crois que Lyon est véritablement un observatoire qu'il faut regarder parce qu'il préfigure ce que ça pourrait être. Les métropoles sur leur territoire, à Lyon, la métropole sur son territoire, prend toutes les compétences du Conseil général. Et il est écrit dans la loi qu'on remplace le terme président du Conseil général par président de la métropole. Et on donne la clause générale de compétences à la métropole qui devient une collectivité territoriale de plein exercice. Donc je pense effectivement qu'on ne peut pas tout chambouler d'un coup, mais on va approcher. Au fond, je pense qu'on est en train de supprimer le département dans les grands pôles ruraux
sans le dire. Et la métropole, dans la négociation des compétences entre la métropole et les conseils généraux, va effectivement être une forme de réduction de l'intervention des départements. Alors justement, M. Karl, ça nous amène à une grande partie de ce que je voudrais être ce débat, c'est la région est-elle la bonne cible dans la réforme territoriale concernant notre pays? Gérard Onesta, vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de supprimer les départements. Est-ce que finalement, c'est peut-être pas là que le bas blesse? Écoutez, il y a un ancien ministre en charge de ces questions-là qui disait en France 36 000 communes, 10 000 de trop, 22 régions, 10 de trop, 100 départements, 100 de trop. Donc je crois que tout était dit. C'est vrai que c'est la plus vieille institution, vous l'avez montré à votre carte. Aucune institution au monde n'a plus de 2 siècles. Il n'y a que chez nous où c'est fossilisé à ce point-là. Nous avons en Midi-Pyrénées 9 grandes assemblées, les 8 assemblées départementales et l'assemblée régionale. Pour les écologistes, il en faut 2. Une assemblée qui représente les citoyens et une assemblée qui représente les territoires. Comme ça, on sera sûr que le petit Luchonnet ou le Larzac sera au moins aussi entendu que le Grand Toulouse dans la première assemblée qui représente la force de la diversité des territoires. Donc le bicamérisme au niveau de la région. Et en faisant ça, on aurait les mêmes compétences pour les 2 régions, les mêmes budgets qui seraient fusionnés et le même exécutif. Là, on ferait des vraies synergies, des vraies économies et 100% de conflits de compétences supprimés en un seul coup. Là, je crois qu'on répondrait aux départementalistes qui nous disent la région est trop loin, il faut quand même garder la diversité. En faisant ces 2 chambres, une pour les territoires, une pour les citoyens, on aurait quelque chose qui fonctionnerait très très vite et très très bien. Elisabeth Pouchelon, vous suivez Gérard Onesta sur ce terrain? Là, on arrive pratiquement à un État fédéral. Je crois que je ne sais pas si les Français sont prêts à faire un État fédéral. Je crois que de toute façon, il faut clarifier les compétences des collectivités. Il faut commencer par clarifier les compétences et voir à partir de chaque compétence quelle est la collectivité qui est pertinente pour cette compétence-là. Donc un maintien de toutes les assemblées, mais avec une répartition plus légitime des compétences. Je n'ai pas terminé, parce que quand on s'aperçoit que quand on veut faire coller les compétences avec la collectivité la plus pertinente, on s'aperçoit que bien souvent le département, c'est celui qui est le moins pertinent. Donc c'est effectivement le département qui est vraiment en question. François Hollande n'a pas dit il faut supprimer... Ancien président de département, ils sont tous choqués au département dans cette République, c'est effrayant. La Corrèze. 17 ou 18 ministres viennent des conseils généraux, donc je pense que c'est pour eux difficile culturellement de se détacher du département. Pourtant, plus de 60% des Français sont pour la fusion des départements et des régions. Donc je crois qu'il faut peut-être poser la question autrement aux Français, peut-être par un référendum, pour permettre ça, parce qu'il faudra beaucoup de courage pour arriver à bouleverser un petit peu le statut des collectivités. Du courage, parce que vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, ce sont les élus eux-mêmes qui votent la suppression du nombre d'élus, donc forcément c'est pas facile. Et Laurent, justement, je vous lance sur cette thématique. Est-ce que c'est facile de faire réduire le nombre d'élus en France? Vous êtes amateur de golf, Pierre-Jean, je sais que vous aimez aussi le cinéma. Vous vous souvenez du film Papy fait de la résistance? Dans une scène, Galabru soigne un aviateur anglais qui finit par se charcuter lui-même. Eh bien, les élus, ils ne vont pas se charcuter eux-mêmes pour la bonne et simple raison, Joseph Karl le rappelait, qu'ils cumulent. C'est une spécialité. Jean Onesta a souligné la spécialité du département, une sorte de fossile vivant. Eh bien, on a aussi une particularité, c'est que nos chers élus ont une tête, mais plusieurs casquettes. Et une nouvelle fois, ce qui va coincer, c'est le Sénat, temple des cumulards, en plus renouvelable au mois de septembre. Et parmi les grands électeurs des sénateurs, il y a les élus locaux. Donc il y a un vrai problème. Tant qu'on restera confiné dans un conservatisme sans une remise en cause du cumul de mandats, eh bien fatalement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura beau toujours promettre des monts et merveilles, une simplification. La simplification, elle sera sur le papier, elle ne sera jamais dans les faits. Alors vous qui êtes tous les 3 élus, est-ce que vous seriez prêts, visiblement oui en tout cas, à voter la réduction du nombre d'élus en France, du nombre d'administrations, du nombre d'assemblées territoriales? Oui, 3 fois oui, sans aucun problème. En France, il y a un demi-million d'élus. C'est quand même, beaucoup. C'est quand même pas mal. On peut certainement simplifier les choses. Vous êtes porteur d'un projet. Pour arriver à boucler votre tour de table, vous devez aller voir le maire, l'intercommunalité, le département, la région, le national, l'Europe. Et quand vous avez mis tout le monde d'accord, il y en a un qui a changé d'avis, vous recommencez à zéro. Il y a une nouvelle élection. Sur le plan économique, ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc on peut faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Alors justement, on va essayer de remettre à plat le découpage qui pourrait être celui de la France. Quelle est la bonne échelle? Est-ce que c'est une échelle démographique? Est-ce que c'est une échelle culturelle? Est-ce que c'est une échelle économique? On se rappelle que notamment le Premier ministre avait dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour le Languedoc-Roussillon parce qu'il n'y avait pas d'industrie. Donc lui, il avait pris le levier économique pour dire que le Languedoc-Roussillon n'existe pas. Quelle est selon vous la bonne mesure d'échelle? La population, l'économie ou la culture? Moi, je pense que les territoires pertinents n'existent pas. D'accord. Le territoire peut être pertinent en fonction de ce à quoi il est destiné. Il peut être pertinent en dynamique économique au-delà de la région. La région est insuffisante. Donc il faut même monter le niveau de la région sur la dynamique économique. En revanche, la proximité
elle ne peut pas être traitée au niveau de la région. Donc je crois qu'il n'y a pas de territoire pertinent. Et moi, je m'inscris un peu en contrepoint de ce qui a été dit précédemment. On a quelque chose d'intéressant dans la loi, c'est le chef de filât. Le problème, c'est que c'est compliqué de faire ensemble. On est dans une démarche française qui est une démarche Expliquez-nous. très pyramidale. C'est-à-dire qu'il nous faut un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef. Par contre, avoir plusieurs chefs, ça, on ne sait pas le faire. Donc on ne sait pas coopérer. Moi, je pense que si on dit la région est chef de file sur le développement économique, pourquoi la métropole ne pourrait-elle pas venir en appui de la région sur les politiques de développement économique ? On a identifié le chef de file, c'est la région. C'est pas ce que dit la loi. La loi confie déjà aux métropoles, en concertation avec la région, l'économie. Si la région et la métropole ne disent pas la même chose, comment on va faire demain? Je ne sais pas. Oui, mais on a une conférence territoriale de l'action publique sur laquelle on devrait arriver à se mettre au point. Si effectivement, d'ores et déjà, on considère que la gouvernance, on n'est pas capable de la faire, effectivement, ça ne va pas fonctionner et on ne va pas avancer d'un iota. Et je pense que la loi va encore empirer ce qui existe aujourd'hui. Mais il y a une fenêtre. Et je crois qu'il faut essayer de la saisir. Une réaction ? Non, je crois qu'il faut vraiment clarifier les compétences, en particulier sur le développement économique. Je suis tout à fait d'accord que la métropole est pertinente pour le développement économique, comme la région, mais à condition que la région soit grande. Si vous avez une région comme Midi-Pyrénées, Midi-Pyrénées, une fois que vous lui avez enlevé Toulouse et l'agglomération toulousaine, qu'est-ce qui lui reste? Par contre, si vous avez une région qui fait le grand sud-ouest de la France, quasiment un quart sud-ouest de la France, c'est-à-dire si on découpait la France en 7-8 régions, à ce moment-là, oui, il y aura des synergies entre les métropoles et les régions pour le développement économique. Donc la taille des régions, c'est important, mais à condition qu'on ait bien clarifié les compétences. Et ce que disait Gérard Onesta tout à l'heure, on a des compétences qui sont actuellement, quand on parle de la compétence générale, ça veut dire que tout le monde peut tout faire. Donc à la fin, personne ne fait rien. Ou tout le monde fait tout, pas responsable. mais très peu, et personne n'est responsable. Et ça contribue à éloigner le citoyen du politique. Et je crois que c'est très important de redéfinir ces compétences de façon très claire. Autre question sur les critères. En fait, je crois que la réponse est forcément plurielle. En fonction du lieu, c'est plutôt l'économie qui va primer, plutôt la culture. Une bonne région, c'est une région qui est cohérente. Et ce n'est pas sa taille. Moi, je vais parler là en Européen convaincu. Je n'ai pas forcément envie que le Languedoc absorbe définitivement la Catalogne Nord, c'est-à-dire les Pyrénées-Orientales, qui peut-être, à l'échelle du XXIe siècle, Perpignan a au moins autant de choses à dire à Barcelone qu'à Montpellier. Pareil pour le Pays Basque Nord, qui a au moins autant de choses à dire quand on est à Bayonne. Donc une bonne région est une région étrangère. Oui, mais on nous fait des cartes. C'est ça, une bonne région est une région espagnole ou allemande? Non, des euro-régions. Et c'est vrai qu'on nous présente des cartes, un hexagone qui flotte dans les terres. On a déjà du mal à s'entendre entre Français. En plus, il faut s'arranger avec les Espagnols. Rendez-vous compte que dans votre tête, vous avez acté que le Rhin est une frontière naturelle. Allez le dire aux Strasbourgeois, donc 40% de la population traverse le Rhin. Pour eux, le monde ne s'arrête pas au Rhin. Il y a de l'autre côté le bas de Württemberg, ils travaillent avec eux. Je connais très bien, j'ai étudié d'un côté et passé mon bac de l'autre côté. Exactement, donc vous devriez savoir qu'il faut réagir au XXIe siècle autrement que de manière hexagonale. Le nombril du monde n'a pas de forme hexagonale, n'en déplaise à lui. Il ne chante pas le cocorico. Juste pour ajouter, quand vous êtes au Pays Basque, les gens ne vont pas en Espagne, ils vont de l'autre côté. Voilà. Ils vont de l'autre côté de la baie. Ils sont toujours au Pays Basque. Exactement. Donc ils ne sont pas en Espagne. 3 égale 1 pour ceux qui ne connaîtraient pas, 4 provinces espagnoles, 3 provinces basques françaises. Ça veut dire que l'euro-région est une réalité. Et le développement économique, c'est à cette échelle-là. Justement, on va parler économie. Je vous propose d'écouter le président du Conseil régional de Midi-Pyrénées, Martin Malvy, justement à propos du poids économique de nos régions. Écoutons-le. Il ne faut pas être dogmatique. Et surtout pas se dire ce sera partout pareil. Il faut des régions carrées qui est un minimum de 4 millions d'habitants. C'est pas vrai, c'est pas ça. Le Pays Basque est une région d'1 700 000 habitants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'habitants que Midi-Pyrénées. Et c'est une région qui est forte. Alors pourquoi le Pays Basque, alors qu'il a beaucoup moins d'habitants que Midi-Pyrénées, est plus fort économiquement que Midi-Pyrénées? Parce qu'il a les compétences qui vont avec. Alors justement, venons sur ces compétences. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence à la région qui ne soit affectée qu'à la région, selon vous? D'abord, le droit de lever l'impôt. Ça a l'air de rien, mais 2 siècles après... Oui, ça permet d'avoir les ressources. 2 siècles après la Révolution française, qui disait qu'on est en démocratie quand le peuple, à travers ses élus, ont le droit de lever l'impôt, à cette aune-là, nous ne sommes pas en démocratie, puisque la région est privée de ce droit-là. On vit des subsides gouvernementaux, du bon vouloir du gouvernement. Le bol de l'État. Bon, déjà, avoir le droit de lever l'impôt, nous sommes des élus responsables, on a des projets. Pour lever le projet, il faut mettre de l'argent en face, on ponctionne. Donc on est d'accord pour que les gens à Toulouse payent un impôt et qu'à Bordeaux, ce ne soit pas le même, si c'est pas la même région. Exactement, mais c'est exactement le cas pour les municipales. Tout à fait. Vous ne payez pas la même chose d'un côté et de l'autre. Je mets les points sur les i. C'est fait. Deuxième chose, le pouvoir réglementaire.
le droit à essayer les choses. Vous savez, on n'a pas forcément besoin de la même politique en matière de gestion de l'eau quand on est en Corse et en Savoie. D'un côté, c'est plutôt de l'eau liquide, de l'autre côté, c'est plutôt de l'eau sous forme de glace. Donc il y a des choses à regarder de près. À partir du moment où vous avez les compétences et l'argent pour ce faire, la taille vient après. D'accord. Elisabeth Pouchelon, même position? Oui, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que, bon, quand même, la France est une et indivisible et je pense qu'il faut garder l'unité de la France. Et un système comme ça va entraîner des développements très, très inégaux sur les territoires. En tout cas, la chance à chacun aussi de développer sa politique. Oui, mais je pense qu'elle peut se faire sans forcément aller jusque-là parce que ce que Ma je collègue crains... a raison, il faut mettre en commun également une part pour la péréquation et la solidarité. Voilà, déjà, J'ai oublié de le dire. Mais vous voyez, c'est ça la démocratie, c'est que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Ce que je crains parce que là on rêve un petit peu, hein, l'euro-région, tout ça, c'est quand même du rêve. Soyons positifs. On est loin d'arriver à ce genre de solution. Mais parce qu'actuellement, ce qui risque de se passer, c'est que l'État, qui a un gros problème de déficit public, est en train d'essayer de se décharger de certaines dépenses sur les régions, et les régions qui sont prudentes disent, mais à ce moment-là, nous devons pouvoir lever l'impôt. Donc moi, je dis attention, parce qu'on a déjà un taux d'imposition nationale qui est très élevé. Il ne s'agit pas d'augmenter les impôts locaux et de laisser aux régions la possibilité d'augmenter les impôts locaux. Comment les financer alors, les régions? Les régions, je pense que tout ça doit se faire à budget constant, à un taux de fiscalité constant pour les citoyens français. Mais je pense que M. Onesta pensait bien que l'État allait réduire ses impôts pour que les régions puissent les augmenter. Oui, mais pour l'instant, ça n'est pas fait. Et c'est bien ce que je crains, et nous n'avons aucune assurance dans ce domaine-là. Donc je crois que là, il faut être très prudent sur la levée de l'impôt. Donc je crois qu'on peut décentraliser. Ce que nous décrit Gérard Onesta, c'est un État fédéral, c'est ce qui se passe en Espagne. En Allemagne, où il y a un État fédéral, les lenders ne lèvent pas l'impôt, ils ont des dotations, etc. Ils ne lèvent pas l'impôt, ça marche très très bien. Donc on peut imaginer tout système sans forcément lever l'impôt. Vous êtes d'accord pour que la région ait ses propres ressources financières quand même? De toute façon, elle les a déjà. Oui, mais qu'elle puisse décider de la hauteur de cette ressource en fonction de ses ambitions, de ses investissements. À condition qu'on le reste dans un... Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'actuellement, compte tenu du taux de fiscalité de la France, ce soit une fiscalité supplémentaire pour les citoyens français. On l'a bien compris. Monsieur Karl, votre position d'expert sur cette question-là. Alors, d'abord, effectivement, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Vous avez cité l'exemple allemand. Les Länder fonctionnent par la répartition de l'impôt d'État. En revanche, il y a dans la Constitution allemande l'obligation, au mois de juin, de voter les attributions financières pour les collectivités territoriales. Donc une garantie de financement. Moi, ça, c'est un système qui me plaît bien. Il me plaît bien, pourquoi? Parce que l'autonomie fiscale, c'est en même temps le fait que l'Île-de-France pourrait tout récupérer et que certaines régions seraient sacrément à la traîne. Donc, si on a ça, il faut un système de péréquation extrêmement efficient. Moi, je crois, et je rejoins là-dessus ce qu'a dit Gérard, je crois en effet que ce qui est important dans cette affaire, c'est le niveau de compétence. La région, il faut identifier qu'en matière de transport, parce qu'on n'est pas simplement sur le transport urbain, il faut mailler. La région est compétente. En matière de développement économique, on l'a dit, au-delà. En matière d'environnement, la région est compétente. Donc, on a aujourd'hui suffisamment avancé pour identifier ces régions. Et donnons-lui le chef de fila sur ces compétences-là. Permettons aux autres de venir accompagner ce que fait la région, mais en disant on identifie qui est responsable et qui a les sous. Et là, on peut avancer. Il faut supprimer la compétence générale. Mais cette compétence générale, c'est ce qui fait tout le flou. C'est-à-dire que chaque collectivité peut intervenir dans tous les domaines. Vous avez des offices de tourisme au niveau des communes, au niveau des communautés de communes, au niveau des départements, au niveau de la région. Toutes les collectivités s'occupent de culture. Vous prenez la politique de la ville. Je vous ai porté là, la politique de la ville. Quand une association veut demander quelque chose, voilà ce qui vient. Donc chaque fois derrière, c'est quoi? C'est des dossiers que le monde, c'est des fonctionnaires qui travaillent derrière, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'efficacité perdue. Donc je crois qu'il faut clarifier les compétences, mais non pas la compétence générale à toutes les collectivités. Sinon, on fait l'inverse de ce que l'on veut faire. Alors, je vais faire un dernier tour de table avec vous, parce que l'émission avance vite. Il me semble qu'il n'y a pas de clivage droite-gauche, en tout cas très marqué sur cette réforme territoriale de la France. Tout le monde semble l'appeler de ses voeux. Imaginons que ça ne se fera pas. Voilà, imaginons, soyons positifs, Gérard Onesta. Imaginons que ça se fasse. 2015, ça y est, la réforme est faite. Est-ce que selon vous, ce sera un bien financier, uniquement financier, ou également un bien pour la vie et la gestion de la vie de nos concitoyens?
Alors ce sera un bien si c'est complété par autre chose. Le non-cumul des mandats, par exemple. Des modes de scrutin qui permettent la représentativité des différents courants politiques. Donc vous, c'est un élément parmi tant d'autres on qu'il faudrait parle changer. de millefeuille territorial, je peux vous parler du millefeuille électoral. On a une douzaine de modes de scrutin en France. On est les seuls au monde à avoir ce système-là. Donc à partir du moment où on combine une vraie réforme démocratique, ça fera sens. Si uniquement on sort le ciseau pour contenter les uns sans trop froisser les autres, ça ne servira pas à grand-chose. Le choc de simplification doit être multiple. Exactement. Bon, j'ai bien compris. Monsieur Karl, votre analyse également, si jamais la réforme se fait, qu'est-ce qu'elle apportera de mieux pour nous? Alors moi, j'ai absolument aucune certitude sur les économies financières. Aujourd'hui, on est sur une Pourtant, c'est la base de la réflexion. On est sur une représentation. On a la représentation que si on fait plus gros, ce sera moins cher. Mais pour l'instant, scientifiquement, ce n'est pas démontré. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on peut aussi générer des déséconomies d'échelle. Donc, je ne pense pas que ce soit sur ces questions-là. Donc, financièrement, selon vous, ce sera pratiquement transparent? À mon avis, ce n'est pas là. L'enjeu, c'est la cohérence des politiques publiques à destination des citoyens et du développement de nos territoires. C'est ça l'enjeu. Et effectivement, je crois que la réforme, elle peut permettre une meilleure cohérence des politiques publiques dans la complémentarité et que c'est ça qui peut faire avancer les choses pour le citoyen et pour la dynamique de nos territoires. Que le citoyen comprenne mieux ce qui se passe pour lui et qu'il soit plus acteur également de cette Donc, modification. avec de la proximité, avec de la centralité, ça je crois les deux effectivement chambres que que c'est je l'enjeu. propose. Oui, on a Vous les avez résumés parfaitement. La proximité, la centralité. Elisabeth Pouchelon, même question. Finalement, François Hollande réussit son pari. La réforme est en place en 2015. Vous vous félicitez d'abord de son résultat? Si c'est un simple redécoupage, elle ne servira à rien. Voilà, je pense qu'elle ne se fera pas, pour les raisons que l'on a dites. Mais si c'est un simple découpage, elle ne servira à rien. J'insiste sur le fait qu'il faut clarifier les compétences pour que les citoyens sachent qui fait quoi, qui est responsable de quoi. C'est très important parce que la clarification des compétences, c'est aussi la clarification des responsabilités. Et on pourra savoir que si quelque chose ne va pas concernant... On le sait actuellement, les collèges, c'est le Conseil général. Bien, si ça ne va pas, c'est le Conseil général. Si ça va, c'est le Conseil général. Et je pense qu'il faut comme ça clarifier les compétences, que les citoyens, ça permettra de rapprocher le citoyen des politiques et de comprendre les responsabilités des politiques dans leur domaine. Et je crois que si ce n'est pas ça, ça ne sera pas une réforme réussie. Et enfin, concernant les coûts, si je crois que des études ont été faites, on peut estimer à 10 à 15 milliards d'euros d'économies si l'on regroupait les départements et les régions. Le complexe est plus cher, c'est pas possible. Donc on a tout à gagner à bout. Juste, chacun 10 secondes. J'ai compris que la réponse était presque non, mais vous donnez combien de pourcentage de réussite à François Hollande dans cette réforme? Écoutez, moi en tant qu'élu, je suis payé pour être optimiste, donc on va dire qu'on va y arriver, camarades. Moi, je dis chiche au président. Chiche au président, monsieur Karl. Moi aussi, je pense que je suis un peu déçu parce qu'elle n'est pas assez ambitieuse. Mais je pense que le petit pas, on va le faire. Madame Pouchelon. Je pense qu'elle n'aboutira pas parce qu'il faudra beaucoup trop de courage et en particulier dans son propre camp. Laurent Dubois, peut-être un dernier mot, vous aussi, votre opinion en tant que politologue? On a l'habitude de dire, quand je veux savoir ce qu'un élu dans la tête, je regarde ses pieds, parce qu'il vote avec ses pieds en fonction de son territoire politique. Eh bien, nos chers sénateurs, ils vont recevoir des coups de téléphone des présidents de région pour leur dire surtout pas trop de problèmes. Et les présidents de région ont surtout en tête une vraie difficulté, c'est qu'ils peuvent s'enfermer aussi dans un joli mensonge de dire qu'ils voudraient bien mais qu'ils peuvent point. C'est super confortable politiquement de dire qu'on a de beaux projets mais qu'on ne peut pas les financer et que c'est la faute aux voisins. Bon, merci pour cette citation, Dany Cordy. Pour terminer ce grand débat, voilà, vous n'oubliez pas que vous retrouvez bien évidemment l'actualité politique sur notre blog Midi Pyrénées Politique, où nous abordons bien évidemment cette semaine la thématique de la réforme des régions. Excellente suite des programmes sur France 3. Dans un instant, votre journal régional en compagnie de Pierre Nicolas. À très bientôt.